Bien, bonjour à toutes et à tous. Vous avez pu entendre pendant la petite introduction nos intervenants qui sont déjà chauds bouillants et prêts à parler. Merci encore une fois à vous d'être là pour ce webinaire sur l'intelligence artificielle. Vous me voyez tout seul et vous me voyez un peu en version mobile parce que effectivement la campagne s'intensifie beaucoup en ce qui concerne Karine et moi. Et donc je suis dans un cabinet qui n'est pas le mien, un cabinet que nous visitons à la même heure que ce webinaire. Karine, quant à elle, est au Palais pour la commémoration du 11 novembre et le Salon du Livre. Donc, on est en plus dédoublé pour pouvoir faire tout ce que nous avons à notre agenda. Mais je suis très heureux quand même de prendre un peu de temps. Malheureusement, je ne pourrai pas rester l'intégralité du webinaire comme à chaque fois. Pour prendre un peu de temps pour introduire ce webinaire avec deux grands amis et soutiens de notre campagne que sont, alors dans l'ordre du tableau, je vais faire, quand on est en campagne, on est toujours dans l'ordre du tableau. Donc Et de Gérard, l'intelligence, et de l'intelligence, Gérard, pas ça. non, l'intelligence est Alphabétique. la même de part et d'autre. Ne commençons pas commencez pas à vous chamailler. Gérard Haas et Camille Aéry. Alors, Gérard est un de nos confrères, grand spécialiste des questions du numérique, président d'honneur du réseau Jessica, une grande pratique en la matière, beaucoup écrit aussi sur ces sujets-là. Il a donc la compétence, l'expérience, la pratique. Voilà, de ces sujets numériques et en particulier de l'IA. Euh, L'autre intervenant n'est pas moins ignorant du sujet. La meilleure preuve, c'est que il a été nommé, et c'est peut-être pour cette raison-là qu'il intervient, enfin pas que pour cette raison-là, mais qu'il a vocation à intervenir dans ce débat, exposé débat aujourd'hui. Camille Aéry. Camille a été nommé par le Club des juristes comme président, animateur, je ne sais pas comment on dit, mais d'un groupe de travail sur l'impact de l'IA sur les professions du droit. Donc, ce n'est pas que réservé aux avocats. C'est toute la filière qui est bien sûr concernée. Et puis Camille, bon, je ne le présente pas non plus, une star des réseaux, mais surtout quand même un ancien membre du Conseil de l'Ordre. Et nous avons eu, Camille et moi, et Karine d'ailleurs, le plaisir de siéger ensemble au Conseil de l'Ordre, à une époque où on ne se présentait pas encore en binôme. Et donc, il y avait du monde, effectivement, qui se présentait. Et on a eu des très belles années de mandat, à une époque aussi un peu charnière, où il n'y avait pas encore d'IA, on n'en parlait pas encore, mais vous voyez, comme quoi on sait et on a su s'adapter. Alors, la question de l'IA et du numérique est bien sûr une question qui est importante dans cette campagne. Un peu tous les candidats en parlent, mais bon, nous en parlons peut-être un peu plus parce que d'emblée, nous avons un axe de nos campagnes parmi les quatre axes que sont l'humain, l'économie, l'influence et donc la modernisation. Dans la modernisation, nous avons tout un pan sur le numérique. Alors bien sûr, on s'inscrit à cet égard un peu dans la lignée de notre bâtonnier et notre vice-bâtonnière actuels qui ont proposé et lancé un abonnement gratuit pour les avocats solo ou duo auprès de Lefebvre Dalloz sur le produit d'IA générative qui est Gen IAL, donc génial. Et effectivement, ça commence à venir et nous nous félicitons de cette entreprise et de cette initiative de l'ordre qui permet à de nombreux confrères et consoeurs de s'initier à tout le moins et de se familiariser avec un produit d'IA. Dans notre programme, naturellement,
nous continuerons, mais une des pierres angulaires de notre réflexion, ou plutôt c'est une double pierre angulaire, on va dire qu'il y a deux angles, parce qu'il y a deux piliers, c'est d'une part réduire la fracture numérique et donc permettre aux avocats d'être dotés, on va dire, d'un minimorum en ce qui concerne le numérique. Alors, ça n'est pas forcément de l'IA, mais c'est important parce que, à force de discuter avec des éditeurs informatiques qui font à la fois de la documentation, mais aussi d'autres logiciels, j'y reviendrai, nous avons réussi à avoir une statistique, enfin un chiffre, et d'après un grand éditeur juridique qui a quand même accès à une bonne base de données en ce qui concerne le barreau de Paris, 40% des cabinets parisiens sont dotés de logiciels ERP. Donc ERP, c'est un acronyme pour anglais pour dire entreprise, ressources et planification. Ce sont donc des logiciels de productivité plutôt que de documentation juridique. Pour moi, c'est une question importante parce que je pense que c'est là où effectivement l'IA va être de plus en plus importante, de plus en plus nécessaire sur cette productivité qu'on voit déjà au travers de logiciels qui sont déjà utilisés. Alors, je ne parle pas forcément de ChatGPT, mais par exemple Copilot ou autres, qui sont déjà utilisés dans de nombreux cabinets pour aider effectivement l'avocat. J'en profite, petite parenthèse, pardon, je suis très long dans cette introduction, pour vous dire que naturellement, on parlera de programme, mais qu'il n'y a aucune volonté de publicité d'un côté comme d'un autre et que on n'a pas tout essayé, donc on peut pas tout savoir sur tout. Voilà, donc ça c'est le premier pilier et ce logiciel métier, à tout le moins qui permettrait d'avoir une informatisation, une digitalisation de l'ouverture de dossiers, du suivi du travail, donc du temps passé, de la facturation et de l'encaissement, eh bien, le coût de la fourniture d'un tel logiciel par l'ordre serait finalement absorbé par une économie au niveau des audiences déontologiques qui prennent énormément de temps, dans lesquelles je prends qu'un seul exemple. Nous avons à parler avec des confrères qui ne se souviennent plus qu'il y a 5 ans, ils ont défendu madame, qu'aujourd'hui ils défendent monsieur, parce que il y a 5 ans, ben, le petit carnet dans lequel il y avait le nom des clients de 2019, il a été paumé dans un déménagement, et donc je ne sais plus, je ne sais pas, ce n'est pas ma faute. Mais effectivement, madame n'est pas contente et saisit l'ordre parce que notre confrère maintenant défend monsieur. Voilà, s'il y avait un petit logiciel, l'alerte serait là et du coup, on gagnerait beaucoup de temps et d'énergie et aussi d'argent au niveau des diverses commissions que nous avons alors. Donc ça, c'est le premier pilier, la fourniture d'un logiciel. Et le deuxième pilier, et après je m'arrête là, mais c'est important, c'est un pilier de formation parce que il faut que l'avocat ne soit pas tributaire de son informaticien. Il faut que l'avocat ne soit pas tributaire des logiciels. Il faut que l'avocat ne soit pas tributaire, c'est-à-dire esclave de l'intelligence artificielle. Il faut maîtriser un petit peu la machine, maîtriser la technique. Ça ne veut pas dire devenir informaticien. Et je suis sûr que nos intervenants vont en parler, mais ça veut dire quand même être formé. Et ça, nous avons appelé ça le grand boom numérique, le grand boom du numérique, pardon, je mange mes mots, ou la grande mise à jour, et c'est une mise à jour non pas du logiciel ou de la machine, c'est la grande mise à jour de la profession, ou à tout le moins du barreau. Donc, sur 2, 3 jours, peut-être, grande formation gratuite que tout le monde peut suivre avec des formations enregistrées, avec aussi une foire à toutes les applications ou les applicatifs qu'on peut trouver afin que chacun se familiarise et ne soit pas perdu dans l'océan de l'intelligence artificielle, car tout ça bouge très vite, et c'est peut-être là qu'il faut terminer. Ce sont des technologies qui sont très dynamiques,
qui ne peuvent s'appréhender que dans ce mouvement dynamique. On ne peut pas s'arrêter et prendre le temps et parler de quelque chose de statique. On n'est pas en train de parler d'un parpaing de béton, on est en train de parler de quelque chose qui est très vivant et qui est technologiquement, qui s'accélère en réalité, un phénomène et une technologie qui s'accélère au fil du temps. Voilà, j'ai pris beaucoup de temps pour cette introduction. Je voudrais bien m'en excuser et de même, je voudrais bien excuser donc l'absence de Karine ainsi que la mienne, puisque je vais devoir maintenant vous laisser. Alors, qui commence entre Gérard et Camille? Qui se Gérard, lance? Gérard. Ben, avec grand plaisir, merci Louis. Et puis effectivement, notre soutien, il est vigoureux et merci pour cette belle campagne et avoir mis au centre de ton action le numérique et la formation. Alors justement, Camille, moi je voudrais discuter avec toi sur ces questions et ces enjeux du numérique, puisque tu es en charge toi-même de la transformation des pratiques juridiques aujourd'hui. Et effectivement, est-ce que tu penses, Camille, franchement, que nous avons le choix aujourd'hui face à cette arrivée de l'intelligence artificielle qui nous prend un petit peu au dépourvu et qui surtout est en train de transformer un petit peu nos pratiques qui étaient fondées sur le temps avec une accélération et une rapidité des réponses. Qu'est-ce que tu en penses là aujourd'hui et je pense personnellement que nous n'avons plus le choix. Il faut maintenant s'y mettre. Alors, cher Gérard, d'abord, je voudrais juste dire que je suis très heureux d'être là avec mon consoeur et confrères qui participent et qui nous écoutent. Je suis très heureux de pouvoir dialoguer avec toi et je suis très heureux, comme tu l'as souligné à juste titre, de participer à la très belle campagne de Karine et Louis, que nous connaissons bien, dont nous connaissons l'engagement. Et cet échange, d'ailleurs, traduit en réalité la vision qui est la leur, de vouloir nous proposer un mouvement pour notre barreau qui aille embrasser effectivement ce phénomène que tu décris. Et je pense que Gérard, je ne serais pas, pour mon plus grand plaisir, une fois de plus, en désaccord avec toi. Non seulement on n'a pas le choix, mais c'est une opportunité. C'est une chance aussi. C'est un mouvement planétaire, comme l'innovation l'était, mais c'est une démultiplication du numérique. Nous avons connu, nous sommes assez vieux, peut-être Gérard et moi, pour avoir connu déjà des transformations importantes liées au numérique. Là, on va au-delà, puisque là où le numérique était un outil mécanique qui réagissait à des impulsions que nous lui donnions, qui était un appareillage sophistiqué, une sorte de système fait d'interrupteurs, l'IA va développer sa propre intuition, peut-être même sa propre intelligence. C'est un mot qu'il faut utiliser avec attention. Donc nous sommes en face d'un phénomène qui est proprement anthropologique. Il change le comportement humain et donc il va changer le comportement de nos clients et de nous comme justiciables et de nous comme praticiens du droit. Il va le changer dans le monde entier. Il n'y aura pas un IA français ou une réaction française à l'IA ou une réaction japonaise à l'IA ou une réaction américaine ou espagnole ou ce que vous voulez. Ce mouvement va transformer le comportement des hommes en lui mettant à disposition des outils et une intelligence et une capacité de calcul qui seront méconnus dans notre histoire, méconnus. Donc, on n'a pas le choix, il faut le faire, et je pense que Gérard et moi serons, et je te renvoie évidemment le micro, cher Gérard, je pense que nous devons d'abord appréhender cette transformation comme une chance pour nous, comme une opportunité pour nous, quelle que soit Oui, d'ailleurs notre structure. je suis tout à fait d'accord avec toi, Camille. C'est vraiment une opportunité. Et cette opportunité, on peut la trouver autour de plusieurs thématiques. Si tu veux, on pourrait les voir. Oui, oui. Peut-être, avant de rentrer là-dessus, peut-être de parler de la formation, parce qu'il faut que nos confrères n'aient pas peur d'aller se former. Par exemple, au sein de mon cabinet, on a mis en place des outils. Ça a été vraiment très compliqué. Chacun avait peur. En fait, il y a une peur quelque part quand de voir disparaître sa fonction. Donc, c'est vraiment un point. Il faut aller vers la formation, et cette formation doit permettre d'adopter en fait l'IA, les IA, les bureautiques d'IA, et puis après en fait, historiquement, on a déjà utilisé de l'IA extractive avec toutes ces bases de données que nous avions et que nous savons bien utiliser. Mais là, aujourd'hui, on transforme ce moteur de recherche en moteur de réponse. Et c'est là où ça devient particulièrement intelligent et assez surprenant. Mais il ne faut pas avoir peur.
Il faut vraiment se former. C'est à tous, on doit apprendre à rédiger des prompts, à avoir des réponses, à les contrôler pour ensuite dominer la machine. En aucun cas, il faut que la machine nous domine. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. Pour parler des domaines dans lesquels un cabinet d'avocats peut tirer parti de l'intelligence artificielle. Moi, j'en vois 8. Je les propose. Et il y a d'abord toute la recherche juridique. Il y a effectivement, en matière de recherche juridique, des gains de temps dans ces recherches qui sont colossaux, comme tu l'as dit, et ça permet aussi d'être compétitif. Là aussi, il y a une transformation, c'est que petit ou grand cabinet, à partir du moment où vous savez utiliser les outils, vous êtes extrêmement compétitif. Ça, c'est aussi un point intéressant. Deuxièmement, il y a les analyses prédictives. Nous sommes des fabricants de stratégies. Et c'est vraiment utile d'avoir un outil qui nous permet d'évaluer les probabilités de gain, de risque, de succès. Et donc là, il y a quelque chose qui peut nous aider à être beaucoup plus créatifs. C'est un point important. Il y a ensuite un point qui est l'automatisation des tâches, sur laquelle en fait on peut obtenir des réductions de coûts, des gains d'efficacité. Nous avons ensuite, dans le cadre, moi je l'utilise particulièrement pour suggérer d'améliorer certaines clauses dans des contrats et de les mettre en balance. Tu sais, c'est un point que je trouve qui est vraiment intéressant. Ça permet en fait d'être plus précis et on est dans une matière où il y a beaucoup de conformité et là-dessus, quand on sait utiliser l'IA, elle devient véritablement performante. Donc il y a quelque chose d'intéressant. La gestion de la relation avec nos clients. Alors tout à l'heure, Louis a rappelé les historiques, mais également de voir un petit peu dans les demandes, d'avoir un petit peu les besoins et de ne pas perdre dans les délais. Donc il y a des choses qui sont peut-être intéressantes. Il y a un outil vraiment pour la traduction. Je ne sais pas si toi aussi tu l'utilises, mais c'est vrai qu'en traduction, c'est pas mal, surtout si tu lui dis à la manière d'un Américain ou d'un Anglo-Saxon qui maîtrise le droit. Et il y a un point important. Et puis également, je trouve que pour comparer dans plusieurs documents, quand on a un grand nombre de documents, on peut avoir des synthèses, on peut avoir aussi des points où il y a, par exemple, fais-moi la liste des griefs qui ont été mis en place, etc. Et là, on gagne du temps. Et puis, on l'utilise beaucoup alors avec le RGPD, mais puis dans pas mal de compliance, sur la question des préventions aux risques ou préventions aux fraudes. Voilà à peu près, je ne sais pas ce que tu vois. Et donc, rien que ces domaines-là, font que notre métier va changer. Non, absolument. Il faut que vous imaginiez une chose, je parle à nos consoeurs et confrères, nos camarades qui sont en train d'écouter. L'IA, je vais le dire de manière un peu abrupte, c'est 10-15 collaborateurs qui parlent 15 ou 20 langues et qui peuvent travailler 24 heures sur 24 heures. C'est ça l'IA. Hein. Imaginez en fait que vous avez d'un coup cette capacité. Et comme Gérard le soulignait, vous avez sur des tâches qui vous permettent de dégager du temps pour apporter encore plus de valeur ajoutée à vos clients, une capacité extraordinaire de lire sur des synthèses de documents. Il y a, pour celles et ceux qui font une activité transactionnelle, des due diligence dans lesquels le premier passage, avant une analyse humaine, les premiers passages sont faits par de l'IA, des rapprochements de documents pour celles et ceux qui font de la conformité, de la compliance, des enquêtes internes. L'IA va vous permettre d'aller chercher des nuages de mots, d'aller rechercher des tendances, de rapprocher des emails, des échanges, des documents à travers toute une base de données et qui va vous permettre de faire une analyse de deuxième ou troisième niveau qui sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus précise. En quelques heures, vous allez avoir ce premier travail. Donc, imaginez le temps que ça vous fait gagner. Mais simplement, Gérard a commencé son propos par ça, il a raison, ça nous ramène toujours à la mère de toutes les batailles, la formation. L'IA nous a appris, et va continuer à le faire, hein, que la manière dont vous posez la question à la machine va déterminer certaines orientations. Donc l'art de poser la question deviendra sans doute encore plus subtil, sophistiqué. Et s'il y a bien une chose qu'il faut enseigner désormais, à la fac de droit, hein, avant même de l'enseigner dans les écoles d'avocats, c'est l'art du prompt, c'est-à-dire la manière dont vous allez interagir avec cette machine. Ça, c'est absolument essentiel. Il y a après, Gérard, et ça on peut, si tu m'y autorises, on peut peut-être aussi évoquer des points d'attention que nous devrions avoir en tant que professionnels sur peut-être des tendances ou des effets de dérive qui sont les conséquences consubstantielles à toute révolution industrielle, mais qu'il faudrait peut-être avoir à l'esprit. Parce qu'il faut qu'on prépare nos cabinets de dans 5 ans peut-être, lorsque les
capacités technologiques auront augmenté, mais surtout que la masse de données disponible pour l'IA aura augmenté. Parce que quand la machine travaille et qu'elle traite de la data, de la donnée, plus cette donnée est vaste et plus le résultat sera précis. Et ça, c'est particulièrement vrai en matière de justice prédictive, ou on va dire plutôt d'analyse des possibilités ou des tendances jurisprudentielles. Ça, j'y reviendrai si Gérard, tu m'y autorises. Il y avait un autre point peut-être que tu avais mentionné qui pour moi est très important quand tu parlais de la gestion de la relation avec le client. Ça, c'est important, mais même dans la prospection que vous pourriez avoir, nos consoeurs et nos confrères qui décident d'investir un domaine, une industrie, un marché nouveau, d'aller parler avec une population potentiellement intéressés par leurs besoins, l'IA va vous permettre de faire des analyses de nature économique, d'une filière, d'un secteur, d'une zone géographique, vers lesquelles vous pourrez ensuite déployer des outils de marketing qui seront, parce que on ne peut que vanter, je pense, la nécessité que nous avons comme avocats de proposer nos services de la manière la plus sophistiquée, de la manière la plus intelligente. Et ça, l'IA est une aide à votre marketing qui est absolument essentiel aussi. Vas-y Gérard, pardon. Non, mais ce que je voudrais dire, dans le prolongement de ce que tu as dit, avec des chiffres, si on donne des chiffres comme ça pour nos amis qui nous suivent, et justement de leur faire sentir les choses. Tu as dit tout à l'heure, finalement, une IA, ça correspond à une vingtaine de personnes qu'on pourrait avoir autour de soi. Par exemple. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans nos tâches au quotidien, ce que fait un avocat, entre 20 à 25% des tâches que nous réalisons vont être demain remplacées ou utilisées grâce à de l'IA. Donc, c'est aussi un point important. Autre chose aussi avec des chiffres. Dans les scores de confiance dans l'utilisation de l'IA, et je vais vers ce que tu proposais, puisqu'on va parler après des biais, et on va voir que peut-être la machine, elle va nous permettre, non pas parce qu'elle a des biais, mais elle pourra aussi nous aider sur nos propres biais. Et être vraiment, si tu veux, un punching ball qui pourra nous aider à éviter d'avoir des biais. Et c'est comme ça qu'elle pourra être utile. Mais ce que je voudrais indiquer, c'est une étude qui a été faite en matière de score de confiance. Et l'on voit une chose qui est très importante. Lorsque les réponses sont fiables à 50%, dans tous les cas, donc c'est-à-dire 1 sur 2, il y a une chance que dans tous les cas, l'homme sera toujours supérieur à la machine. Ça, c'est un point. Dans tous les cas, dès lors qu'il y a une intuition et que c'est 1 sur 2, on est irremplaçable. De l'autre côté, lorsque les solutions sont fiables à 90%, la machine sera toujours supérieure à l'homme. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste entre 50 et 90%. Et dans ce cas-là, si l'homme plus la machine, c'est-à-dire l'avocat plus la machine, utilise cet outil, eh bien, à ce moment-là, on est beaucoup plus performant et on arrive à avoir des améliorations. Donc, tout ça devrait nous encourager parce que nous sommes dans un domaine où, en fait, on est toujours entre 50 et 90%. Et donc, on est dans le domaine de l'aléatoire. On est des artistes quelque part. Et donc, cette partie-là fait que grâce à cet outil, eh bien, nous allons être plus performants. Autre chose aussi, je pense, comme tu l'as dit, effectivement, il faut dès le départ enseigner à utiliser les prompts. Mais ce qui est vrai, c'est que plus on a de l'expérience, meilleur on va tirer parti de l'outil. Et donc, c'est pour ça aussi que les seniors doivent aller vers l'IA, ne doivent pas avoir de peur. De toute façon, c'est des générations qui ont tout surmonté. La plupart des gens qui sont aujourd'hui dans des cabinets qui les dirigent n'ont jamais été formés à l'informatique. Ils l'ont découvert quand ils ont commencé dans les cabinets. Donc, il faut aujourd'hui appeler, on découvre aussi l'IA, il ne faut pas avoir peur. Et puis, les jeunes, il faut les former. Et c'est grâce à ça qu'ils seront demain compétitifs. Ce que je pense, c'est pas que l'IA demain va remplacer les avocats, c'est les avocats qui seront remplacer l'IA, qui remplaceront ceux qui ne l'utilisent pas. Qu'est-ce que tu en penses? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis alors, ce sera à mon avis un outil qui sera tellement déterminant dans la transformation de nos performances que les retards qui auront été emmagasinés seront très difficiles à rattraper. Donc ça, pour moi, c'est un point très important et tu as raison de le souligner. C'est une opportunité, il faut qu'on l'intègre dans notre formation. Et c'est d'ailleurs pour ça que plutôt que d'aller chercher une solution unique, il n'y en aura pas, il y aura quelques solutions qui seront proposées et puis elles vont toutes plus ou moins se niveler dans un consensus scientifique et industriel. Vous aurez, via les éditeurs, par exemple, de contenu juridique, quelques solutions qui, sur le plan planétaire, il y a beaucoup de propositions qui naissent. Mais après, vous aurez un phénomène de concentration, comme c'est souvent le cas.
à l'issue, à la phase de maturité d'une révolution industrielle où il y a beaucoup de personnes qui commencent, et puis ensuite il y aura une concentration. Peut-être que les points que nous pouvons, si tu en es d'accord, Gérard, peut-être évoquer, sans que ce soit quelque chose de messianique, parce qu'il ne faut pas que ça nous angoisse, mais il faut peut-être réfléchir à des points d'anticipation. Peut-être que l'un des éléments que l'on peut constater et qui peut se prolonger, en tout cas c'est dans les travaux que nous menons avec le club des juristes, c'est un des points d'attention parce que notre groupe de travail réunit tous les membres de la famille juridique et judiciaire, et des magistrats, des représentants du ministère de la Justice, des commissaires de justice, des notaires, etc., des juristes d'entreprise, bien sûr, des ingénieurs, des start-upers. C'est qu'un des points qu'il faut avoir à l'esprit, indépendamment de la question de l'éthique de l'IA, et ça on pourrait y revenir, l'éthique de la preuve, parce que avec le deepfake, la sophistication des outils numériques, il faudra qu'on soit un peu vigilant peut-être. Et je parle même pas en fait des phénomènes d'hallucination, c'est-à-dire des informations qui sont en réalité vraies, mais qui sont le fruit d'une manipulation qui peut être engendrée par l'IA. Moi, je voudrais m'intéresser peut-être un instant, si vous m'y autorisez, si Gérard, tu veux bien m'y autoriser, à la question en réalité de la transformation de notre rapport à la justice. Là, je parle vraiment de l'activité judiciaire. Vous savez que depuis la loi Le Maire, pas Bruno Le Maire, Axel Le Maire, la loi sur l'open data juridique, il y a une décision qui a été prise de faire en sorte que nous ayons accès au plus grand nombre d'informations judiciaires disponibles. La production des décisions est nativement numérique et nous avons vocation à intégrer en réalité dans des bases de données qui sont accessibles aux éditeurs plusieurs millions de décisions. Donc on va atteindre un nombre de 10 à 12 millions de décisions qui seront accessibles et vous imaginez que les capacités d'analyse qui étaient celles, les modes de calcul qui étaient ceux d'il y a 3 ans, 5 ans, vont évoluer et que la machine, l'IA, va permettre de rentrer dans une plus grande granularité sur l'analyse de chacun des cas. Donc vous aurez plus de cas, donc des résultats plus raffinés, partant de plus de décisions, et vous aurez une capacité d'analyse et de pénétration de chacune des décisions qui seront plus importantes. Donc ce qui risque de se produire, un certain nombre à l'avoir déjà exprimé, ce qui risque de se produire, c'est que vous allez avoir peut-être une tendance, nous allons avoir une tendance à nous tourner en réalité vers une analyse factuelle des situations que nos clients nous mettent avec l'état du droit. Et donc, un des premiers phénomènes, c'est un phénomène de calcification, c'est-à-dire qu'on va peut-être aller plus vers le fait que vers le droit, et il y aura probablement moins de revirements de jurisprudence, puisque quand vous aurez beaucoup de décisions qui auront été présentées, quelques décisions, dans un consensus scientifique, encore une fois, qui sera établi, il y aura 4-5 grandes solutions planétaires, et globalement, tout le monde utilisera les mêmes. Donc, lorsque vous aurez établi qu'en mettant quelques critères qui correspondent à votre situation, à celle de vos clients, vous avez 78% de chances d'avoir telle et telle décision, non seulement il n'est pas certain que vous déciderez d'aller faire un contentieux, d'ailleurs il n'est pas étrange, il est même plutôt celles et ceux qui investissent le plus dans les outils de prédiction basés sur l'IA, sur le plan judiciaire, sont les compagnies d'assurance, parce qu'elles actuarisent des risques et qu'il est normal qu'elles aient besoin d'anticiper et de pouvoir étudier des prévisibilités et des phénomènes de prévisibilité sur des contentieux de masse. Donc, il y a un risque de déjudiciarisation, puisque vous allez dire, en réalité, j'ai quasiment toutes les chances de perdre ou de gagner, je vais y aller, je vais pas y aller, en tout cas, il y aura peut-être une transaction. Ça, c'est un premier point. On va peut-être avoir aussi un sujet, effectivement, comme je le disais, de moins de revirements. Là où nous avons encore une approche de droit civil qui consiste à mettre en premier lieu, même si la jurisprudence est une source de droit, mais on est très attaché à la règle de droit et à sa possible interprétation, à la notion de revirement. On a été formé à ça. Vous risquez d'avoir quand même un phénomène de sédimentation qui pourrait faire en sorte qu'il y ait moins de revirements parce que tout simplement, on sera emmené vers une masse documentaire qui, elle, va continuer à grossir selon une tendance. Donc, vous aurez des tendances jurisprudentielles qui vont se sédimenter et donc qui vont peut-être porter une forme de ralentissement de la notion de revirement. C'est pour ça que c'est ma pratique, le judiciaire. Je n'ai jamais fait que ça. Et c'est pour ça que moi, je suis attentif en réalité à l'un des impacts possibles de l'IA sur la judiciarisation ou la déjudiciarisation. Et peut-être que le troisième point, à l'intérieur de l'activité, pas forcément judiciaire, mais même transactionnelle, c'est que n'oublions pas que l'IA nous permet aujourd'hui d'avoir une analyse économétrique en matière de préjudice, en matière de perte de chance, qui est d'une précision absolument redoutable. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui intégrer, grâce à l'IA,
dans l'évaluation des dommages et intérêts qui nous sollicitent, en matière de perte de chance notamment, de calcul de trajectoire économique. Nous arrivons aujourd'hui à rentrer des données, à utiliser des présentations. Je parle non seulement du contenu, je parle même également du legal design qui est cher aussi à Gérard. C'est-à-dire que la manière dont nous arrivons aujourd'hui à présenter des éléments grâce à l'IA, grâce au numérique, sont beaucoup plus performants, notamment devant des chambres économiques, des chambres de régulation, qu'elles ne l'étaient. Donc, il y a toujours des éléments positifs, mais peut-être que l'un des éléments d'attention, selon moi, c'est effectivement cette possible déjudiciarisation. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Et tu sais, c'est tous les débats qui ont eu lieu autour du juge robot. Et en fait, quand on voit un petit peu tout ce qui a été mis en place, on essaye de dire, mais non, la décision finale appartiendra à un juge. Il est vrai que quand on voit ce qui s'est passé en Estonie, où on sait que tous les litiges qui sont en dessous de 7 000 euros sont aujourd'hui, font l'objet de jugements par de l'intelligence artificielle, ou quand on voit au Brésil ce qui s'est passé parce que les juges sont débordés et plus de 4 000 jugements sont rendus par là-dessus, donc c'est un problème. Ça me fait penser, si tu me permets Camille, mais ça me fait penser à une bande dessinée qui a été publiée en 1984 qui s'appelait SOS Bonheur. Qui était vraiment très intéressant. Et dedans, il y a la société, donc c'est un peu dystopique, mais la société est remplacée par des robots. Et il se trouve qu'un jour, pour une punition, c'est-à-dire pour un mauvais véhicule qui est mal garé, mal stationné, en fait, le juge robot prononce la peine de mort. Donc il y a une révolution qui se passe et en fait, toutes les décisions sont remises en cause. Donc ça, c'est intéressant de voir un petit peu jusqu'où ça peut aller. Là où je suis tout à fait d'accord avec toi et où je suis quand même assez vigilant, c'est quand on voit que le tribunal de commerce de Paris vient de décider d'utiliser une IA sur l'ensemble de toute sa base de données et de tous ses jugements. Et la plupart des opérations qui sont mises en place, lorsqu'on parle d'une justice prédictive, disent finalement tout ce qui est du droit économique, tout ce qui est du droit des affaires, ça pourra bien être utilisé par de l'IA, restera seulement le droit familial et le droit pénal qui devront en faire l'objet parce que c'est plus humain et on est en train de nous dire qu'il y aurait des parties qui seraient déjà traitées par de la machine. Donc effectivement, il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Alors, à cela, il faut ajouter peut-être autre chose, c'est que de plus en plus, on parle d'IA, mais déjà, on devrait parler d'agents intelligents. Parce que ce qui arrive, ce sont des programmes qui sont mis en place avec des IA qui prennent beaucoup de décisions. Et là-dessus, il faudra être extrêmement vigilant. Donc, on le voit, tu as tout à fait raison, la justice qui va utiliser l'IA, faudra faire vraiment attention. Imagine que demain, le compte-rendu d'audience soit comme avec Copilote, mis en place par une IA. Que va-t-il se passer? On sait très bien que quand on est dans des visioconférences, beaucoup de pénalistes refusent la visioconférence parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Donc, il faut maîtriser, et je vais dire même mieux, notre ordre doit nous aider non seulement à être formés et à maîtriser l'IA, il doit nous habituer à la dominer. C'est pour moi un point important. Nous devons être plus forts que les machines. Et c'est là-dessus qu'il y a un vrai travail, et c'est fabuleux ce que vous faites dans la transformation des métiers du droit, parce que nous sommes vraiment dans un domaine qui est tellement normé que finalement, quand on a plus on a de données, plus on peut arriver à ce que tu dis tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, on va grignoter le droit pour laisser place aux faits, et puis oublier le droit parce que les faits seront supérieurs en fait à tous ces enjeux. Et là aussi, c'est le choc qu'il y a eu pour moi, mais je voudrais peut-être en parler aussi avec nos confrères, mais tu vas me dire, c'est qu'en fait, on est passé avec les nouvelles technologies d'une société sur laquelle on avait été formé, qui étaient les responsabilités, et maintenant on est dans la gestion des risques. Alors que nos métiers à nous, c'était de gérer les responsabilités. Donc tu vois, c'est aussi un problème. Il y a des enjeux qui sont quand même fabuleux derrière ça. Absolument. Et pour rebondir, Gérard, sur ce que tu disais sur la transformation de nos métiers, puisqu'on parle de filière, il y a un autre point aussi que je soumets à la sagacité de celles et ceux qui sont avec nous, et j'espère qu'ils vont peut-être aussi nous interpeller avec des questions, des commentaires, pour que ce soit le plus, j'allais dire, le plus horizontal possible et que ce soit utile pour chacun d'entre vous. Mais moi, je suis très sensible quand même à la dimension anthropologique, c'est-à-dire que n'y aurait-il dans notre profession que deux solutions en matière d'IA juridique? N'y aurait-il qu'une start-up? Nous sommes déjà transformés par l'utilisation de l'IA en tant que citoyens. Oublions l'avocat, oublions même le justiciable, oublions le praticien.
l'IA nous transforme. L'IA fait en sorte aujourd'hui que nous pouvons poser une question à un interlocuteur unique sur quasiment tous les domaines qui nous intéressent. Et c'est ça, en fait. Tout comme le numérique et nos téléphones portables ont entraîné chez nous peut-être de l'impatience, de la recherche de disponibilité immédiate, un rapport à la notation de l'expérience, un rapport à la transparence tarifaire, un rapport effectivement à une flexibilité sur la qualité des produits et services parce qu'on les achète par un... Tout ça, c'est une transformation anthropologique. Hein. Nous ne sommes pas les mêmes qu'il y a 20 ans. Nous sommes plus impatients parce que nos téléphones, ce formidable outil d'utilisation quotidien qui se balade avec nous, nous a rendus probablement plus impatients. Donc ça, c'est une transformation anthropologique. Et donc la transformation anthropologique de l'IA, c'est qu'on va aussi avoir un interlocuteur unique. Et ça, là, je reviens à notre profession. Nous, toute la journée, si vous n'êtes pas en train de pratiquer comme avocat, vous pourriez être en mesure de poser des questions sur des sujets extrêmement variés à un interlocuteur unique et à lui faire confiance. Ça pose peut-être la question, Gérard, et tu auras peut-être une position divergente ou la mienne, mais ça pose quand même la question de l'interprofessionnalité. C'est-à-dire que nous sommes des membres fragmentés, je l'espère fraternels, d'une grande filière juridique. Il y a des commissaires de justice, il y a des notaires, il y a des avocats. Et on a quand même été formés à se diriger vers les uns ou les autres en fonction des questions que nous pouvions avoir et d'un principe de spécialité réglementé, bien sûr, des professions réglementées. Mais comment est-ce qu'on va vivre cette juxtaposition de talents variés avec des missions spécifiques et réglementées à l'heure où on va avoir l'habitude en permanence d'être en mesure de poser des questions à une seule et même personne. C'est pour ça que moi je pense qu'il ne s'agit pas de fondre tout ceci, mais je pense que l'IA va finir peut-être même par accélérer un phénomène d'interprofessionnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura qu'une seule profession juridique qui réunira toutes celles-ci, mais en revanche, je me demande si nous ne devrons pas, dans nos pratiques, anticiper le fait que, ontologiquement, ergonomiquement, notre interlocuteur, habitué à cela toute la journée, voudra avoir un guichet unique pour régler ses problèmes de contrat, pour régler une succession, pour régler un constat, etc. Donc la question de l'interprofessionnalité au sens organisationnel, ergonomique, je pense, va aussi être accélérée et transformée par le recours à l'IA. Et ça, pour moi, c'est aussi un élément sur lequel il faudrait qu'on réfléchisse, de manière à créer une plus grande symbiose dans notre capacité à répondre aux besoins de nos clients. Alors, moi, Camille, si tu me permets de vouloir pondérer un petit peu. Tellement, je pense que non, mais je pense que ce que tu dis, sur tout ce qui serait basique, évidemment, il va y avoir aujourd'hui un nivellement tout va remonter. Cette question d'interprofessionnalité, il n'y aura plus de raison d'avoir des différences. En revanche, dans tout ce qui va être spécifique, tout ce qui va nécessiter une vraie créativité, alors il y aura la place pour. C'est un petit peu l'objet des spécialistes et des généralistes. Si tu veux, c'est aussi un point important. Il y aura besoin d'avoir des généralistes pour pouvoir avoir des visions globales. Et donc, effectivement, dans ces visions globales, l'interprofessionnalité va pouvoir s'entrecroiser. Et puis, il y aura ensuite des questions qui seront plus spécifiques, où il faudra, si tu veux, vraiment avoir des gens qui sont très expérimentés et spécialisés dans ces domaines. La procédure, par exemple, il n'y a que ceux qui font de la procédure qui savent un petit peu les rouages qu'il y a derrière ça. En même temps, il y a un autre phénomène, c'est que tu as dit il y a des risques de ne plus avoir de revirement en matière de justice. Mais quand on regarde un petit peu, les IA ne fonctionnent qu'en fonction du passé. Elles ne raisonnent pas sur le futur. Et il n'y a que l'homme qui peut raisonner sur le futur. Il n'y a que nous qui pouvons imaginer le futur. Donc ça, c'est aussi un point. Ce que peut faire la machine, c'est en fonction du passé, nous trouver la probabilité la plus potentielle qui va se produire. Mais on sait très bien qu'il y a plein de manières de présenter des choses. Et ceci est important. Les communications, enfin, il y a plein de choses qui sont de l'ordre de l'humain, de l'ordre de l'émotion, de l'ordre du pif, de l'ordre de la vue. Donc, il y a plein de choses que n'aura pas la machine. Donc, ça, c'est des points sur lesquels peut-être qu'on devrait faire aussi un recensement en disant quelles sont toutes les parties qui ne peuvent pas être automatisées, qui ne peuvent pas être plus performants. Et puis là, ça serait aussi une approche qui pourrait être intéressante, de voir qu'est-ce qui fait la spécificité de l'avocat qui ne peut pas être automatisé, qui ne peut pas faire l'objet d'apprentissage.
hein, et qui fait les différences. Non pas les similitudes, mais les différences. Finalement, l'IA, elle travaille sur les similitudes et nous essayons de gagner sur les différences. C'est très propriété intellectuelle, hein, ça. C'est vrai, c'est la singularité. C'est vrai. En même temps, il y a aussi un autre point qu'il faut voir, c'est que nous, en tant qu'avocats, nous, en tant que professionnels du droit, et on le voit avec une pratique de l'informatique. Finalement, l'informatique est venue, mais ce qui a été intéressant, c'est que c'est une informatique. L'informatique, c'est la seule industrie qui met en place des bugs, des anomalies, des dysfonctionnements. Et ça a fait en fait des contentieux qui sont mémorables. Donc l'IA aussi, on le sait, a des hallucinations. Et donc, là aussi, il faudra faire des contrôles. Donc, déontologiquement, il y a une question qu'on pourra se poser. Est-ce qu'un avocat qui va utiliser l'IA doit le dire à son client ou pas? Est-ce qu'on doit dire ça a été fait avec le jus de cervelle ou ça a été fait avec du jus de pixel? Donc ça, tu vois, il y a des choses ou du bit, etc. Donc ça, il y a un premier problème. Deuxièmement, il y a un autre phénomène qui est très intéressant, c'est que on le voit, toutes ces anomalies peuvent arriver à qui est responsable de ce qui se passe. Et enfin, le problème qu'il va y avoir, on va avoir de plus en plus de gens qui vont utiliser les IA. On le voit avec aux États-Unis, tu sais, ce fameux avocat qui avait utilisé une IA. L'IA a donné des jurisprudents des précédents qui n'existaient pas. Il est passé, parce que c'était quand même un délit déontologique majeur, il est passé devant son ordre aux États-Unis. Et là, il a dit, mais je comprends pas. Moi, j'avais quand même demandé à l'IA de contrôler les décisions et elle m'a menti, quoi, quelque part. Effectivement, une IA vous donnera toujours des réponses. Elle s'en fiche de savoir si c'est vrai ou faux. C'est le plus probable. Donc, c'est là aussi où on aura des contrôles à faire. Donc, il va y avoir plein de contentieux qui vont se faire autour de ça. Quand tu vois Parcoursup, toutes les anomalies et l'opacité, on est quand même dans des enjeux qui sont intéressants. Donc, une des premières, peut-être, démarches que nous devrions mettre en avant, c'est la transparence des algorithmes. Tu vois, c'est peut-être une démarche, en tout cas, qui pourrait être comme le droit humain, il y a un droit à la transparence aussi. Et il y a peut-être des pistes à avoir et être ces gardiens de ces points et mettre des actions autour de ça. Voilà des pistes, à mon avis. Non, mais ce que tu dis est très juste. Je voulais juste rebondir sur la question de la responsabilité. Ne nous trompons pas, le législateur décidera pour nous à un moment. C'est-à-dire que celles et ceux qui suivent l'actualité de l'IA ont peut-être vu qu'il y a quelques jours a été adopté par l'Union européenne le projet de directive en matière de responsabilité du flux des produits qui intègre une inversion de la charge de la preuve et de la responsabilité dès l'instant où vous utilisez de l'IA dans votre processus de fabrication. C'est-à-dire qu'à partir du principe que dès l'instant où il y a de l'IA, il peut y avoir une présomption de causalité avec une responsabilité de la part de l'opérateur de l'IA en cas de survenance d'un dommage. Donc, tu as raison, hein, Gérard. Il faut être particulièrement vigilant et moi, nous avons tous des expériences là-dessus. Hein. Dans nos cabinets, quelle que soit leur taille, nous avons des clients qui nous interpellent sur la question de savoir quel est le pourcentage de l'IA et dans quel domaine est-ce que l'IA intervient dans notre processus. Est-ce que c'est sur des tâches, entre guillemets, mineures, liées à de la duplication, à de la synthèse, à de la traduction, par exemple, ou est-ce qu'il y a des recherches juridiques qui sont menées de manière assez substantielle à partir de bases de données qui sont gérées avec de l'intelligence artificielle. Donc cette notion de transparence, voire même de contractualisation avec un client du niveau d'IA est un élément qu'il faudra avoir à l'esprit. La deuxième chose, hein, c'est que, et il faut que nous soyons pragmatiques, nous ne serons pas toujours en mesure de choisir. Parfois, nos clients nous imposeront leurs outils d'IA. Ils diront, pour des besoins de bonne gestion de ma documentation, de mon travail, de l'état d'esprit dans lequel je travaille, des trends, je vous demande de travailler avec une base de données qui obéit à un outil d'intelligence artificielle que j'opère. Et donc, nous allons travailler avec des outils d'intelligence artificielle qui sont développés en interne par nos clients, parce qu'ils auront besoin d'avoir une lecture fine et éviter de devoir ensuite cruncher notre data à l'intérieur de leur système. Ils voudront qu'on utilise la leur en SaaS, etc. Donc, comme c'est déjà le cas d'ailleurs, hein, comme c'est déjà le cas, que ce soit sur de la tarification, de la facturation, il nous arrive les uns les autres d'utiliser des outils de facturation qui sont totalement intégrés et gérés par nos clients, des bases de données, etc. Et donc, il n'y a pas de raison que l'IA ne vienne pas aussi constituer un outil de dialogue, j'allais dire imposé,
sollicité par le client. Donc, ces points-là, pour moi, sont importants. C'est-à-dire que notre capacité, et ça nous ramène à la formation, à être capable de se transformer, à utiliser les outils des uns et des autres, à mon avis, est un sujet essentiel. Et je rebondis, il n'est pas là, on va se faire, Gérard et moi, certainement très amicalement et sincèrement, l'ambassadeur. Moi, je suis très sensible à la proposition de Karine et de Louis. Peut-être pas, même si je n'ai rien contre ça, de dire qu'ils vont créer un outil spécifique dédié aux avocats, parce que je pense que l'un et l'autre maîtrisent les limites de notre choix. Il y aura, pour des tas de raisons, liées à la capacité de développement, liées aux documents, à la data à laquelle ces solutions ont accès, au fait qu'elles sont imposées par nos clients, il y aura de toute façon des solutions IA auxquelles nous devrons nous reporter, de toute façon, même si l'ordre des avocats en propose une propriétaire. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est cette proposition, et j'espère qu'elle sera, parce que leur campagne sera couronnée de succès, mise en œuvre assez rapidement. L'idée qu'on a développée avec Gérard, avec eux, c'est de créer quelques jours de formation, une sorte de campus numérique. Ça ne vous obligera pas à venir, alors, ce sera probablement très ergonomique et très simple, mais qui vous permettra en réalité de mettre à jour votre capacité d'utiliser celui des outils qui est à votre disposition dans votre cabinet. Si vous en avez déjà un et que vous avez envie de vous améliorer, il y aura une formation sur cet outil. En gros, on va faire appel à tous les éditeurs de logiciels et solutions d'outils et qui proposent des solutions aux avocats. On va les réunir pendant plusieurs jours à votre disposition pour que vous puissiez leur poser toutes les questions. Comment ça fonctionne, des plus pratiques, hein. Comment est-ce que je mets à jour ma facturation? Comment est-ce que je fais ceci? Comment est-ce que je peux réconcilier deux documents? Et en réalité, cette espèce de grande mise à jour vous permettra, en 3-4 jours, de choisir celle des formations adaptées à votre réalité organisationnelle, à vos besoins, à vos outils. Ça ne vous empêchera pas d'aller vous intéresser à un outil que vous n'avez pas encore, si celui-ci vous semble attrayant. Mais on veut mettre à disposition des avocats, quelle que soit la taille de leur cabinet, en réalité une compétence technique pour pouvoir répondre à vos questions et vous emmener vers une meilleure utilisation des outils dont vous disposez. Et s'il y a des patchs, des choses à intégrer, vous le déciderez librement. Mais il s'agit avant tout de mettre à disposition une sorte de formation complètement sur mesure que vous pouvez choisir en fonction des outils dont vous disposez déjà. Et ça, pour nous, c'est quelque chose d'important qui vous permet en réalité, et on le fera au tout début du mandat de Louis et de Karine, on veut que le plus rapidement possible, vous puissiez être dans une situation où vous vous rassurez sur votre capacité, si vous en ressentez le besoin, bien sûr, hein, de vous rassurer sur la capacité que vous aurez à utiliser les outils dont vous disposez déjà. On va vous mettre ces techniciens à disposition. C'est ça l'idée. L'idée, je te la résume, c'est-à-dire que face à la fracture numérique, il y a un choix qui est mis en place de créer un confort numérique. Et nos confrères, en fait, vont pouvoir avoir ce moyen. Et de toute manière, il est aussi intéressant en matière de formation de savoir que c'est bon aussi de voir qu'il y a d'autres aussi qui galèrent comme nous, quoi. En fait, on tous on galère un petit peu. Et c'est intéressant d'avoir des échanges et que c'est un peu comme quand tu montre-moi ce qu'il y a et on le comprend mieux. Donc c'est très bien cette démarche aussi de mettre les éditeurs devant leurs produits et non pas devant en fait une solution qui nous propose, qui va répondre à nos besoins. Là, on va avoir ces points. Donc ça, c'est vraiment une démarche pragmatique, hein. C'est le but en fait de Louis et de Karine, c'est d'être plus près des confrères et de leur donner les moyens d'être encore plus performants. Donc on le voit, l'IA ici n'est qu'une illustration, mais ce qui est important aussi, et on vient de le dire, c'est qu'il faut se préparer à ce véritable changement qui est en train de se passer, parce que d'abord, nos confrères l'ont tous. De plus en plus, ils l'auront, ces outils. Donc, il n'y a plus aujourd'hui de différence entre les cabinets, puisque tout le monde pourra utiliser. Donc, c'est celui qui utilisera le mieux les prompts, qui sera le mieux dressé, entre guillemets, l'IA, qui sera plus performant. Mais aussi, les entreprises vont les avoir. Et puis, ils l'utilisent. Donc, il faut aussi qu'on soit préparé pour pouvoir connaître aussi ses biais et ses réponses. Plus on utilise l'IA, plus on sait que la personne l'a utilisé en face de nous. Je ne sais pas ce que tu en penses, Camille, mais on le voit. C'est un niveau de réassurance. Donc, c'est effectivement ça l'objectif. C'est que plutôt que de proposer, alors moi je n'ai rien contre les solutions nouvelles, hein,
et les solutions nouvelles viennent écraser les précédentes, etc. Et on a la satisfaction de la nouveauté, mais parfois on la maîtrise pas et il y a toute une chaîne d'apprentissage. Là, on s'est dit, avant de décider si vous voulez des solutions nouvelles, on va vous offrir en réalité une assistance. Confort numérique. Le confort numérique est proposé. À partir des solutions dont vous disposez déjà. Voilà. Pour nous, c'est quelque chose qui était au cœur de nos préoccupations parce qu'on a tous des tas de solutions un peu partout, on ne sait pas toujours les utiliser, on les sous-exploite nécessairement et vous aurez le droit de poser toutes les questions, tout ce que vous avez envie de savoir sur les solutions dont vous disposez. Mais on arrive presque, cher Gérard, au terme de notre échange. Il nous reste quelques minutes. On voit des camarades là dont les noms s'affichent, dont les visages font leur apparition, en tout cas sur mon tableau de droite. Est-ce qu'il y a des questions ou des choses sur lesquelles vous souhaitez réagir, des réserves que vous avez envie d'exprimer sur des choses que nous avons pu dire, ou des questions additionnelles J'ai bien aimé le boom numérique. Ouais. Voyons, utilisons le numérique pour une horizontalité des échanges. Parce que moi, je suis très attentif à la pédagogie aussi. Je pense que réformer la formation, c'est pas seulement réformer le contenu, c'est aussi réformer la manière d'enseigner et apporter plus d'horizontalité d'échange. Donc, soyons-en les ambassadeurs maintenant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on sera très heureux avec Gérard d'y répondre. Maintenant ou plus tard, vous pourrez toujours nous interpeller plus tard. Avec grand plaisir. Commentaires. Est-ce que je désigne des gens arbitrairement comme à l'école? Non, non. Non, mais ce qui peut être intéressant aussi, peut-être Camille, moi je vais te poser sur ton retour d'expérience. Bien entendu, tu utilises l'IA. Est-ce que en utilisant l'IA, tu as trouvé que tu devenais plus précis dans tes recherches, dans tes réflexions? Est-ce que tu as trouvé que c'était parce qu'on met tout ça, on dit on va gagner du temps et on sera plus précis? Est-ce que toi, tu as trouvé que tu étais plus précis? Oui, je pense. Sur des sujets comme… je vais dire pourquoi je pense que je suis plus précis. D'abord parce que je gagne du temps. Et qu'après, si la formule qui est utilisée dans une synthèse, par exemple, d'un document de 130 pages, qui est faite avec de l'IA, ne me semble pas utile, en quelques minutes, je peux, j'allais dire, le localiser. Et donc, j'apporte cette précision, mais dans un temps beaucoup plus réduit. Donc, je suis plus précis plus rapidement. Par ailleurs, je suis probablement plus précis parce que les informations qui sont collectées sont plus granulaires. Elles sont plus précises tout simplement parce que lorsqu'on fait, par exemple, une analyse de premier niveau grâce à de l'IA sur des documents, eh ben, ressortent des mots-clés, des séquences, des périodes qui auraient peut-être échappé à notre attention. Donc, il y a quand même une fiabilité plus importante. Après, on va pas faire le mauvais test qui consiste à demander à l'IA de nous écrire une lettre de motivation. Gérard l'écrira toujours mieux que l'IA. Et je l'écrirai, je l'espère, toujours mieux, jusqu'au jour où, après avoir analysé le style de Gérard, les mots qu'il aime utiliser, les formules qu'il aime utiliser, eh bien, Gérard va retrouver de temps en temps un tout petit peu des sensations qui sont les siennes. Sachez-le, là, on est le 19 novembre 2024. On aurait cette discussion le 19 novembre 2025. Le rapport que nous avons à la précision et à la sophistication de l'IA aura déjà changé. Elle aura déjà changé. Il y a Pierre-Alexandre qui pose une question qui est tout à fait pertinente. Je vais répondre en étant, si vous voulez, direct. D'une manière générale, et comme on l'a dit, Camille et moi-même, quand on a une expérience, on peut rédiger des prompts et c'est vraiment, j'allais dire, cette expérience, on en tire tous les profits, tous les mérites. Donc, c'est un super assistant, on est super productif quand on a une expérience. Pour les jeunes, c'est pas tellement les jeunes ou pas. La question est de savoir c'est les niveaux. Quelqu'un qui est excellent et qui va utiliser l'IA va être encore plus excellent. Quelqu'un qui est médiocre et qui va utiliser l'IA va devenir meilleur, moyen. Le problème qu'il y a, c'est que c'est celui qui est moyen et qui ne sait pas bien l'utiliser qui va rester moyen. Et donc là aujourd'hui, un exemple, on va le donner, il est très simple. Au barreau de New York, ils ont posé à une IA des questions qui se font essentiellement sur des QCM. L'IA a obtenu la 3e place du barreau de New York en ayant 12 de moyenne dans toutes les matières. Et nous savons tous très bien qu'il y a toujours une matière dans laquelle on est excellent, où on aura des notes extraordinaires. Il y a des matières dans lesquelles on est un peu moins bon. L'IA, c'est vraiment un outil qui est dans les moyennes. Et c'est justement sur ça, il faut former nos jeunes et l'apprentissage de l'IA, ça commence en leur disant, vous devez être les meilleurs dans vos domaines. Vous devez parfaitement maîtriser les techniques du droit.
et ensuite vous saurez poser les bonnes questions. On le voit, hein, on doit faire du 360 degrés pour pouvoir bien toucher et savoir où on veut amener l'IA. C'est un peu comme quand on conduit une voiture, il y a une route. Si on ne sait pas tourner le volant, on ne peut pas l'amener aux directions qui sont précisées en matière de géolocalisation. Je ne sais pas ce que tu en penses, Camille. Ah, bien sûr. Moi, je vais rebondir à la question redoutable que Pierre-Alexandre nous pose. Elle est redoutable, sa question. Elle est intelligente et redoutable. Il faut qu'on dise les choses. L'IA va réduire, je pense, par sa performance et la capacité qu'elle offre. Et je pense que toutes les générations ont eu cette confrontation. Elle va réduire en réalité une phase du lent apprentissage du jeune avocat. Je pense qu'il y avait une recherche lente que nous faisions à l'époque des manuels, des grands manuels, où nous étions obligés de lire de manière tout à fait linéaire jusqu'à chercher, trouver, comprendre l'élément qui, parmi des colonnes, de longues colonnes d'un Lamy, droit des sociétés, droit des contrats, correspondait exactement à ce dont nous avions besoin. Nous sommes arrivés à une phase où nous pouvons poser directement la question et nous avons toute une série d'informations et nous allons avoir cette information encore plus rapidement. Est-ce que nous aurons, Pierre-Alexandre, je veux absolument encore une fois pas être messianique, hein, besoin d'autant de personnes? Est-ce qu'en réalité, les besoins que nous aurons, ou en tout cas la valeur ajoutée du jeune avocat, ne sera pas interpellée et sollicitée à un stade plus tôt dans sa carrière, en gros, dans la mesure où il aura un accès plus rapide et plus accéléré à l'information? Est-ce que nous aurons besoin d'autant de jeunes? Il faut quand même qu'on se pose cette question, je ne veux pas du tout être malthusien, mais est-ce que ça ne va pas créer en réalité une sorte de phénomène de rétrécissement de notre base? Et la deuxième, c'est nous attendrons de ce jeune qu'il puisse être en réalité opérationnel beaucoup plus tôt parce qu'il aura été confronté ou en tout cas bénéficiaire d'outils d'autonomisation de sa pratique beaucoup plus importants ou beaucoup plus rapidement qu'il ne le fallait auparavant. Donc, il faut quand même qu'on soit attentif. Ouais, tu fais la boucle, tu as fait le tour du cadran parce que tu as commencé en disant il faudrait donner aux étudiants dès le départ l'utilisation et savoir utiliser ces outils. Et tu vois, là, on revient un petit peu, on arrive à la fin de ce webinaire et on parle sur ce problème-là, effectivement. Effectivement, le droit, il y a la formation, il faudra bien la maîtriser. Pour arriver à ce que tu dis, il va y avoir c'est vrai, une concentration, mais j'allais dire, on est quand même dans une profession où nous avons vécu. La bibliothèque est arrivée dans nos cabinets, sur nos écrans. Maintenant, on a des assistants qui vont pouvoir nous suivre dans nos portables, puisque l'IA peut suivre, etc. Et on va devoir transcender maintenant, on va devoir créer encore d'autres choses. Mais c'est passionnant, quoi. L'avenir est à nous, quoi. C'est passionnant. Mais il faut qu'on aille chercher de la valeur. Il faut qu'on aille chercher de la valeur. Moi, je pense qu'on est dans la période la plus passionnante de notre profession. Parce qu'en fait, il y a des changements. Et tu sais, en matière de changement, il y a que c'est pas le changement qui est difficile. C'est apprendre à toutes les conséquences de ces changements. Et on le fait. On est voilà. On restera avec une robe, mais on sera déjà dans la science-fiction. C'est fabuleux quand même. On aura la déontologie, on aura notre histoire, il faut la conserver. C'est la plus belle des professions. On aura notre déontologie, on aura notre histoire, et la déontologie et notre éthique, à mon avis, seront encore plus puissantes et utiles, compte tenu en réalité de cette espèce d'extraordinaire disponibilité de l'information juridique que tout le monde aura. Ce qui fera notre différence, c'est ça, et notre histoire, notre confraternité, je l'espère, et déontologie. Ça fera de nous des agents augmentés, intelligents, augmentés, éthiques. Ça, pour moi, c'est l'essentiel. Donc, il y a effectivement une belle opportunité. Il y a une belle opportunité, puis tu vois, regarde, par rapport à la machine, les droits de l'homme, ça va avoir un sens. La dignité humaine, ça va avoir un sens. Oui, l'avocat, ça sera toujours l'homme avant la machine. Donc ça, c'est quelque chose, et on est ses gardiens et on pourra toujours le dire. Voilà, on arrive peut-être à la fin. Camille, ça a été un plaisir. Tous les amis, ça a été un plaisir. N'oubliez pas, on a une campagne. Louis et Karine sont porteurs d'espoir, porteurs en fait si vous voulez, d'avenir. Ils ont envie de servir la profession. Fonçons avec eux. Et on fonce avec eux. Et merci à toutes et à tous. Mon cher Gérard, ça a été une joie, une fois de plus. Moi aussi, merci à vous. Passez une excellente journée, toutes et tous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt. À bientôt, merci. Salut, salut. Salut.